Ok, donc salutations, je m'appelle Axel et je suis mobilisé ici sur ce campus depuis le 21 mars maintenant contre la réforme des retraites. Et là, si je vous parle, c'est pour vous faire une sorte de briefing en réponse aux mails qui ont été envoyés par le doyen et qui vont un peu dans tous les sens, ouais. Et donc je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire le 21 mars, quelques jours seulement après le passage en force par 49.3 de la réforme des retraites. Et en réaction à la réquisition des grévistes de Fos-sur-Mer qui avait lieu simultanément. Là-dessus, une manifestation spontanée s'est déclenchée sur le campus Schumann et s'est étendue ensuite sur la fac de droit. Après cela, les étudiantes mobilisées se sont réunies en assemblée générale. Ils ont décidé d'occuper la zone de l'amphithéâtre Guyon jusqu'au retrait de la réforme. Et ensuite, ils se sont organisés dans un comité de mobilisation qui est un genre de truc très large et très ouvert. L'occupation, elle a duré 19 jours, 19 nuits, bien sûr, face aux pressions et aux attaques répétées d'une extrême droite qui avait très très envie qu'on dégage de là. Elle a rien pu faire, hein, je vous rassure. Le lieu est rapidement devenu un espace de dialogue pour toutes et tous, favorisant l'effervescence politique, culturelle et artistique, ce qui faisait vachement plaisir sur ce campus qui est devenu sans vie, sans âme, qui est quand même très gris, qui est quand même très granité et très minéral. Tout ça, ça a été possible par l'organisation d'ateliers, de conférences ou de débats qui ont été tenus par des associations comme Extinction Rebellion, comme Attaque, comme le Collec, et aussi par des syndicats qui se sont investis là-dedans. Je pense à la CGT, je pense à Sud, je pense à la CNT, qui nous a beaucoup soutenus, je pense aussi au SNESUP, euh, et aussi des collectifs évidemment, comme les colleuses féministes qui sont venus faire des ateliers, ou encore des militantes ou des universitaires. Là en tête, j'ai Mathieu Bourgalassi. Euh, les assemblées générales publiques qui se sont succédées pendant cette période d'occupation ont systématiquement voté l'expansion du blocage, systématiquement, et préparé ensuite une suite de revendications que vous retrouverez dans un post à part pour un peu plus de clarté. C'est donc dans la nuit du 10 avril que l'occupation qui était jusqu'alors restreinte à l'amphithéâtre Guyon s'est étendue conformément aux attentes de l'Assemblée générale et par le concours d'une centaine d'étudiants et d'étudiantes qui, ensemble, ont pris le bâtiment Eger, puis plus tard dans la soirée, les bâtiments administratifs. Voilà. En 30 minutes, toutes les portes étaient sanglées, chaînées, et les premières rangées de barricades étaient posées. Si je vous dis tout ça, c'est que ce blocage, en fait, il s'est voulu propre, net, rapide, efficace, très bien organisé et coordonné. Il n'a occasionné aucun dégât matériel, aucune dégradation, et c'est important à souligner. Il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de tag, rien de tout ça. Et d'ailleurs, il n'y en a toujours pas. Euh, Masqué, des affiches ont été posées sur les caméras pour éviter, encore une fois, des dégradations liées à des tags, à des stickers ou à des casques tout simplement de caméras, mais aussi pour permettre l'anonymat des étudiants et des étudiantes qui ont pris la décision de bloquer ce soir-là, ou après, plus tard, de nous rejoindre dans le blocage. Euh, la sécurité ce jour-là était en sous-nombre, étant donné que c'était un jour férié. Ils n'ont donc pas eu la possibilité d'intervenir. Il n'y a eu aucune intercation, aucune violence, aucune intimidation, que ce soit de leur côté ou du nôtre. C'était d'ailleurs l'objectif de ce blocage qui se voulait pacifique et qui n'avait pas besoin de violence. Et c'est donc en apprenant les événements que le doyen et la direction de l'université ont pris la décision étonnante de fermer le campus, empêchant ainsi l'accès à l'ensemble des étudiants et des étudiantes, du personnel, à la fac. En conséquence, l'assemblée générale qui était supposée se tenir dans la cour, elle n'a pas pu avoir lieu. Et cette dernière, elle aurait pu et elle aurait dû permettre à l'ensemble des étudiants, du personnel, enseignants, nettoyants, crous, d'exprimer leurs revendications, de discuter de cette réforme, de parler de leurs accords, de leurs désaccords, de décider, de discuter et surtout de statuer sur la poursuite ou non du blocage. Euh, nous voulons entendre les demandes de tout le monde, nous voulons entendre les critiques, en fait on en a besoin. La voix de toutes et tous, elle est importante face à cette situation, évidemment dans le pays, mais la situation aussi à Eger, dans la fac.
Évidemment, tout cela du moment que bah, Aix-Marseille Université, c'est votre lieu d'étude et c'est votre lieu de travail. Euh, En fermant le campus, la direction a donc décidé de juguler cette concertation collective et démocratique, tout en nous coupant de tout contact extérieur. Alors il y a quand même eu un rassemblement qui s'est fait à l'heure où devait se dérouler l'AG, c'est-à-dire à midi. C'était spontané, c'était en dehors de la faculté, et ça a donné lieu à une genre de réunion catastrophée et complètement lunaire, tranchée en deux par un portail fermé des deux côtés et encadré par la sécurité et par les flics. Alors, ambiance Berlin, hein, finalement. Nous sommes nous-mêmes des étudiantes, et nos examens, ils approchent à grands pas. La direction, elle nous étouffe, le gouvernement, il nous ignore, et ce, malgré des mois de manifestations, de grèves massives. On ne peut pas rester sans rien faire. En fait, par cette fermeture obsessive, la direction tente évidemment de nous foutre un coup au moral, mais aussi d'empêcher notre approvisionnement en nourriture, en matériel médical ou en matériel sanitaire. Alors fort heureusement, on avait des stocks sur lesquels puiser, bah, grâce à vous, grâce au réseau associatif qui nous ont bien soutenus, et aussi parce qu'on a pu, en ouvrant des salles, par exemple les salles de douche, combler certains besoins, quoi. Euh, la direction joue aussi de la fermeture totale de l'établissement pour inquiéter, à raison, une partie des étudiantes sur leurs partiels. Et en effet, si la majorité des partiels se déroulent ben, d'ici plusieurs semaines, en fait, le contrôle continu, il implique des examens épars dans l'année. Et tout ça, on l'avait anticipé, puisqu'on les a aussi, en fait, ces examens. On les avait anticipés en laissant à disposition les amphithéâtres 1 et 7, on les a pas touchés. Sans parler évidemment des locaux de recherche, du Cube, de Portalis, qui sont des bâtiments qu'on ne maîtrise pas en fait. Ils ne sont pas connectés au bâtiment Eiger, on n'a pas pu les prendre. La tenue des examens aurait pu être possible si l'énergie du doyen était passée ailleurs, notamment dans la réorganisation, quoi, c'est son boulot, que dans la fermeture totale du campus. De la même manière, alors que nous n'occupions que l'amphithéâtre Guyon, on a permis la tenue de cours dans l'amphithéâtre. Et ça aurait pu être réitéré. On aurait pu faire passer des profs, on aurait pu faire passer leur classe, tranquillement. Sauf que bah, la direction, elle nous a mis en état de siège. Donc ça se passe pas comme ça. Je le redis, notre but ici, c'est de permettre la mobilisation des étudiants dans la lutte contre la réforme des retraites. On n'a aucun intérêt à ce que la fac soit vide. Une fac vide, c'est une fac immobile, c'est une fac démobilisée. Si les gens ne vous laissent pas rentrer sur le campus, c'est pas nous. Et donc, en plus de cela, le président Adamu, Éric Berton, a immédiatement déclaré qu'il comptait envoyer la police dans la nuit du 11 avril pour débloquer la fac par la violence dont on sait la police capable. On la sait capable de violence à Sainte-Soline face aux écolos, et on a des écolos ici. On la sait capable de violence face aux personnes racisées dans les banlieues, et on a des personnes racisées ici. On la sait capable de violence face aux femmes, notamment sur l'histoire du viol collectif qui a eu lieu dans la région parisienne, et on a des femmes ici. On la sait capable de violence face aux personnes LGBTI, etc., etc. Pour justifier cette surréaction d'envoyer la police comme ça sur rien, ce dernier fait passer un ensemble de rumeurs fallacieuses qui visent en fait à criminaliser l'occupation. Ils ont parlé de dégradation matérielle, je vous ai déjà expliqué que non. Ils ont parlé d'individus cagoulés et armés, alors toujours plus évidemment. La cagoule, sans doute, si vous voulez parler des masques chirurgicaux qu'on portait justement pour cacher les caméras. Et ensuite, les armes, peut-être voulait-il parler, on a cherché, on s'est creusé la tête, hein. Peut-être voulait-il parler des drapeaux que nous portions, qui ont des manches en PVC, en plastique et parfois en bois. La direction a aussi utilisé le récit d'une femme de ménage qui, dans la matinée, en tentant d'ouvrir la porte scellée, et étant la première arrivée, aux alentours de 5-6 heures, elle a été surprise en fait par le claquement d'une chaise contre la dite porte. En fait, les camarades qui étaient derrière la porte, en entendant la porte s'être secouée, ont rajouté des chaises justement bah, de l'autre côté de la porte. Ce qui fait que, et c'est fou que je sois obligé de le préciser, mais en fait, elle n'a jamais été physiquement touchée cette personne. La porte a été touchée physiquement par contre, mais la personne non. Malgré cette propagande à notre encontre, les organisations syndicales professionnelles ont produit un communiqué commun qui rejette l'intervention de la police. Tandis que un second rassemblement de soutien d'environ 80 personnes se rassemblait devant la fac pour protester contre la future intervention policière. En parallèle, le président s'est rendu, alléluia, sur le campus, et une partie des occupantes ont eu l'occasion de discuter avec lui et toute sa clique qui l'accompagnait. Ils ont discuté de nos revendications initiales, évidemment. Ces discussions de comptoir n'ayant aucun caractère officiel, hein, c'était comme ça, dans la cour, rien de concret n'a pu en sortir, si ce n'est la proposition orale, qui vaut ce qu'elle vaut, de conserver l'amphithéâtre Guyon en échange du déblocage total. Ils ont aussi demandé à ce que du personnel vienne récupérer des affaires le lendemain. En fait, depuis le début du blocage, on a fait rentrer 5 ou 6 personnes déjà pour qu'ils aillent récupérer des affaires personnelles, des faits personnels dans leur bureau. Ça n'avait rien de nouveau en fait, cette proposition. On reviendra dessus plus tard. Face à cette inversion du rapport de force, la menace d'une intervention policière
et ben en fait, elle n'a pas pu être mise à l'exécution. On était trop soutenus, on était trop surveillés médiatiquement. C'était plus possible de nous envoyer les flics. Ce matin, un groupe d'adultes non identifiés a tenté de nous débloquer par la force. Ils ont ouvert la porte, ils ont commencé à tirer les chaises, et tout cela s'est terminé par un échec dû à la réactivité des occupants et des occupantes. Ces derniers se sont contentés de rajouter des tables et des chaises aux mètres de barricades qui nous séparaient justement de ce groupe non identifié. Nous apprendrons plus tard qu'il s'agissait du doyen en personne avec quelques-uns de ses acolytes. Plus tard dans la journée, ce dernier a envoyé un mail à l'ensemble des étudiants et des étudiantes pour se plaindre d'avoir reçu des jets de chaises après avoir souhaité, le pauvre, récupérer des affaires personnelles dans son bureau. Euh, je vais vous le redire encore une fois, c'est un mensonge pur et simple. Il n'a pas reçu de jet de chaise, personne n'a reçu de jet de chaise. Des chaises ont effectivement été positionnées, mais en fait elles ne peuvent pas l'atteindre. Physiquement, c'est impossible, puisqu'il y a des mètres de barricade qui s'élèvent en hauteur et qui ne laissent pas l'espace suffisant pour faire passer une chaise. Ce n'est pas possible. Peu inquiété par ces événements qui en fait n'en étaient pas, le président de l'université, Éric Berton, a de nouveau contacté les syndicats pour assurer qu'il n'y aura pas d'intervention policière d'ici à lundi, c'est-à-dire après la manifestation contre la réforme des retraites de ce jeudi et après la décision du Conseil constitutionnel qui aura lieu ce vendredi. Toutefois, le campus reste sous cloche et on n'a aucune marge de manœuvre. Bon, vous l'aurez donc compris, cette occupation, elle est menacée et elle est mise sous pression. Mais plus encore, c'est l'ensemble de la mobilisation étudiante sur Aix-en-Provence qui l'est en fait. Nous, occupants et occupantes, sommes sous tension constante, alors même qu'aucun écart de notre part n'a été fait pour le moment. Alors on se demande pourquoi est-ce que le doyen nous invente des problèmes comme ça? Pourquoi est-ce qu'il cherche l'escalade à ce point, alors même que ce dernier se prétend être un opposant à cette réforme et prétend aussi dénoncer cette sorte de dérive antidémocratique que nous prouve ce gouvernement depuis plusieurs semaines. Euh, Nous, ce qu'on veut, c'est continuer à organiser nos débats, nos ateliers, nos conférences, en fait à faire de l'éducation populaire, comme on le faisait avant. Et ce qu'on veut évidemment, c'est mobiliser les gens dans la bataille contre les retraites. Je vous invite pour ça à vous rassembler tous les jours devant la faculté de lettres à 18h, si vous le pouvez, vous le voulez évidemment, à nous rejoindre et à nous soutenir en fait, comme vous le pouvez.